J'ai le plaisir maintenant de recevoir sur les plateaux des écrans du savoir Nathalie Le Breton. C'est un visage que vous connaissez bien sur la 5e. Nathalie, bonjour. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être l'invitée des écrans. Merci à vous. Alors vous présentez Éco et compagnie le lundi dans les écrans du savoir à 9h10. Vous co-présentez avec Lionel Stan Déclic, Demain le monde, Demain l'emploi, Demain les jeunes. D'où vous vient cette foi pour l'emploi? Écoutez, d'abord je crois que c'est une passion pour l'information, pour le service. Aider les gens, je crois que j'ai une espèce de mission en moi. Je voulais être prof et je me retrouve ici avec vous. Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, il existe ça, n'hésitez pas à vous en servir. Et j'ai l'impression que la télévision, la 5e, elle aide à ça. C'est toujours un peu difficile de pousser une porte, de pousser la porte de la NPE, une porte de mission locale. On se sent dans un habit de chercheur d'emploi. C'est pas très bien. La télé, c'est très différent. Et nous, on est derrière et on est là pour redonner le sourire, pour dire c'est possible. Et moi, j'aime ça. Et je suis jamais aussi contente, finalement, que quand on me téléphone le soir, parce que mon téléphone est accessible. Et qu'on me dit, écoutez, j'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas, vous croyez que... Alors je suis là, je prodigue mes quelques conseils et d'un seul coup j'ai une lettre et on me dit, je m'en suis sortie, j'ai trouvé un emploi, ou alors j'y crois de nouveau, je vais me battre. Ça me plaît. Vous travaillez vraiment sur le terrain alors? On travaille sur le terrain, au contact de la demande des chercheurs d'emploi et au contact aussi des personnes qui ont réussi à s'en sortir, à créer leur activité, qui nous ressourcent et nous, on redonne ça aux spectateurs. Alors Nathalie, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, est-ce que vous pouvez nous parler de la fête du travail? Alors le 1er mai, on s'en souvient peu, et pourtant c'était les Américains il y a plus d'un siècle maintenant qui se battaient pour réclamer la journée de 8 heures, pour moins travailler, ce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Nous, avec Déclic et toute l'équipe des magazines sur l'emploi, on a décidé de s'arrêter aujourd'hui pour réfléchir sur notre action, notre utilité, et justement réfléchir autour des personnes qui ont tant de mal à s'en sortir. Ils sont entre 3 et 5 millions à chercher un travail, et nous on leur dit, voilà, nous notre ton, c'est vrai qu'il est un peu résolument optimiste, on n'est pas non plus démagogue, on sait ce qui se passe. Mais on vous dit, voilà, il existe ça dans telle région, vous pouvez peut-être vous inspirer. On a par exemple l'exemple d'une femme qui a créé une ligne de vêtements pour des bébés prématurés. Il fallait y penser, ça n'existe pas en France. Ça, c'est une idée. Vous aussi, vous pouvez avoir cette idée et vous en sortir grâce à ça. Alors Nathalie, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est aujourd'hui à midi, c'est la 500e de Déclic. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On regarde ensemble, merci, si Laura. vous voulez bien, Œil de lynx. À tout à l'heure. Au Maroc, les slougis sont considérés comme des chiens exceptionnels, méritant toute l'admiration des hommes. On les appelle aussi des lévriers arabes, car ils ont été amenés en Afrique du Nord par les Arabes au Xe siècle. Qu'ils aient le poil long ou bien ras, les lévriers sont tous très rapides. Ils étaient déjà utilisés au Moyen-Âge pour la chasse aux cerfs et aux lièvres. Leur vue particulièrement perçante leur permet de repérer leur proie, car contrairement aux autres chiens, ils n'ont pas le flair très développé. Il y a 6 ans, Hossein était berger. Mais depuis qu'on lui a offert Jna, son sloughi, il est chasseur. Enfin, c'est plutôt Jna qui chasse pour lui et qui rapporte le repas du soir. Jna est un mâle. Son nom veut dire aile d'oiseau, parce qu'entre tous les slougis, Hossein pense qu'il est le plus rapide. Zia est une jeune femelle sloughi, une sloughia, appartenant à de riches propriétaires de la région. Jna rencontre rarement la belle Zia, mais parfois, même sans la permission de son maître, il la rejoint. Malheureusement, ces rencontres sont toujours trop courtes. Zia doit toujours rentrer au palais, où son maître l'attend.
Pour lui, sa Slugia est une véritable princesse. Il la considère presque comme son enfant. Zia a maintenant 1 an. Elle est en âge de porter des petits. Alors, son maître aimerait trouver pour elle un Slugi magnifique, un mâle plein de qualité, pour qu'ils donnent ensemble les plus beaux bébés. Dans la province de Safi, les Slugis ne manquent pas. Ils sont parfois réunis à l'occasion de grandes battues, des sortes de chasse à courre, où plusieurs chasseurs poursuivent ensemble un lièvre ou une gazelle. Mais même en courant à 60 km/h, il arrive que la proie s'échappe et que tous reviennent bredouilles. Demain, le maître de Zia a invité les propriétaires de Slugi à venir au palais présenter leurs chiens. Pour être digne de la belle princesse, le mâle sélectionné devrait être très beau, mais aussi bon chasseur. Il restera auprès de sa belle le temps qu'il faudra pour avoir les petits, et en échange, son maître recevra un cheval. Hossein fait faire un nouveau collier pour son Slugi. Demain, il sera le plus beau, mais les concurrents seront nombreux. Pour Hossein, bien sûr, c'est Jna qui mérite d'être choisi. Avec sa bonne mâchoire puissante de carnivore, ses épaules musclées, sa poitrine bien développée, son fidèle compagnon possède vraiment toutes les qualités. Pour obtenir la récompense, ou simplement pour faire admirer leur animal et en retirer un peu de fierté, les propriétaires de Slugi viennent de loin. Les chiens présentés doivent être de pure race, c'est-à-dire uniquement de père et de mère Slugi. La notion de race ne s'applique pas aux hommes. Les races ont été créées par l'homme au fil du temps pour les chiens et d'autres animaux domestiques, en sélectionnant certains de leurs caractères et en contrôlant leur reproduction. Pour obtenir la race de lévrier, par exemple, on a sélectionné pendant des siècles l'aptitude à la poursuite du gibier chez certains chiens. Allez, viens, allez. Hossein avait raison. Pour Jna, c'est presque gagné. Il est sélectionné pour rencontrer le riche propriétaire. Dès le premier coup d'œil, le maître de Zia apprécie la finesse et la musculature de Jna. Reste à prouver qu'il est bien digne de sa Slugia. Hossein doit maintenant montrer que son lévrier est également le meilleur à la chasse. Un gros lièvre est passé par là il y a peu de temps, comme l'indiquent ses petites crottes. Bravo! Jna a capturé sa proie et sans la tuer. Tant mieux car c'est une femelle qui attend des petits. Hossein préfère la remettre en liberté. Pour le maître de Zia, c'est décidé. Jna sera le mâle autorisé à s'accoupler avec sa princesse Slugia. Les deux chiens peuvent enfin batifoler à leur guise. La gestation s'est bien passée. 2 mois après l'accouplement, 5 bébés sont nés et ils sont en pleine forme. À la naissance, les chiots sont toujours aveugles, mais leurs paupières s'ouvrent au bout de 2 semaines. Comme tous les mammifères, la femelle allaite ses petits. Et quand ils sont sevrés, après 1 mois et demi d'allaitement, on peut les séparer de leur mère. Ils acceptent alors la même nourriture que les adultes. À la place du cheval promis, Hossein préfère prendre un petit chiot de la portée de Zia. Un jeune mâle qu'il a repéré dès la naissance. Il est fier de son Slugi, qui a bien accompli son devoir. Et lorsque Jna sera trop vieux pour chasser, c'est son fils qui prendra la relève. Pas de doute, il sera comme son père, un excellent chasseur.
sommes en mer Rouge, à Djibouti. Un groupe de 5 chercheurs et plongeurs effectue une mission scientifique. Je me demande si le point où on va n'est pas de l'autre côté de la barre. Oh, Le mieux, c'est qu'on descende les 4 ensemble de façon à voir d'abord ensemble ce qu'il y a, ce qu'on peut récolter. Hein, je vous montrerai spécifiquement les choses qui me paraissent intéressantes et abondantes. Et puis en fonction des résultats de cette première plongée, on pourra faire plus spécifiquement les objectifs de la deuxième. L'équipe est constituée de 5 personnes. Ce sont tous d'excellents plongeurs, autonomes. Et sur le plan de la plongée, donc déjà, on n'a pas de soucis au niveau de la sécurité, ce qui est fondamental. Ici, les plongeurs ne s'intéressent pas aux poissons, aux tortues ou aux dauphins. Ils ne recherchent pas de trésors dans une épave. Leur but, la collecte d'animaux très étranges, les éponges et les acidies. Parmi les plongeurs, Claude Monnieu, l'un des 3 spécialistes au monde de ces animaux bizarres. Eh bien, dans cette équipe, je m'occupe des acidies, c'est-à-dire un groupe d'invertébrés qui est très proche des vertébrés. Enfin, qui est un invertébré et que tout le monde considère comme ce qu'on considérait dans le temps comme les animaux plantes. C'est-à-dire des animaux qui n'ont absolument pas l'air d'un animal et quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne saura même pas qu'il a affaire à un animal. Ces animaux n'ont pas été étudiés depuis 1905 et jamais étudiés directement en allant dans l'eau, jamais en plongée. Mon boulot, ça va être d'identifier les bestioles, de faire l'inventaire de ces animaux dans cette région parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas les richesses qu'il y a dans cette région. Tous ces animaux vivent fixés. Pour se défendre de leurs prédateurs, ils produisent des toxines. Or, une toxine ou un poison peut à faible dose devenir un médicament. C'est l'objectif de ces chercheurs, trouver de nouveaux médicaments. Donc on récolte 2 à 3 kilos à peu près de chaque espèce, de façon à pouvoir ensuite au laboratoire faire des études de chimie sur le contenu de toutes ces espèces, dans un cadre de recherche de molécules médicamenteuses nouvelles. Donc on regarde à peu près tous les fonds, tous les types de fonds, donc en changeant régulièrement de site, de profondeur, d'exposition. On arrive comme ça à avoir d'assez nombreuses espèces. Alors mon rôle dans l'équipe, c'est le plongeur de base. Je fais des récoltes qu'on nous dit de récolter. On choisit des types d'éponges ou des types d'acidies à récolter, puis nous on va les chercher. Ce que j'ai ramené cet après-midi, c'est des espèces d'éponges. Enfin on pense que c'est des éponges qui ressemblent à des oreilles d'éléphant. Donc j'en ai pratiquement plein le panier. Il y a d'autres trucs au fond, mais c'est tout petit. Bon, j'ai ramené quelques petites bêtes, et en particulier des bêtes qui sont dans les trous du corail, très profonds et qu'il faut avoir au marteau et au burin. Alors là, c'est vraiment pas facile à voir ce genre de truc. C'est bon. En voilà d'un beau rouge, de blanc, des noirs, des brunes. Tout ça, ce sont des acides.